Ok, donc ça a l'air de refonctionner. Est-ce que Jean-Robert, tu m'entends également? Je t'entends et m'entends-tu? Oui, c'est super. Donc là, la diffusion est relancée. Donc, hop. Est-ce que, Alors, donc, les, est-ce que je les vais lire. participants nous entendent également? Oui, super. Samantha vient de le confirmer. Donc, je suis ravie que ça ait pu reprendre. Désolée pour ce souci technique avec l'outil GoToWebinar. Donc, on va pouvoir reprendre. Et donc, si vous D'accord, avez un peu mais de temps libre, on va être un petit peu moins d'une heure ensemble là, maintenant. Et de toute façon, le live est toujours enregistré, donc vous pourrez, pour ceux qui doivent nous quitter plus tôt, vous pourrez le regarder, le visionner après coup. ok, bien, merci de votre patience à l'informatique. Vous êtes au début du parcours, mais vous en rencontrerez d'autres dans votre vie d'informaticien. Donc, je rappelle l'exercice du jour. Donc, on va s'entraîner à installer et configurer un Windows Server au moins pour les principaux services qui sont le DHCP et le DNS. Et on verra nos premiers pas pour automatiser quelques tâches avec les scripts et PowerShell. Donc, le premier exercice, entraînez-vous à installer et configurer un Windows Server. Donc, les compétences ciblées, c'est installer et paramétrer un système d'exploitation serveur. On ne le fera pas complètement, mais au moins, vous verrez les principaux outils et les principaux services qui sont à configurer. Ensuite, donc on installera l'installation des rôles DHCP et DNS. J'expliquerai ce que sont ces rôles et on va le faire sur un serveur de la société Gift.sa, donc que j'aurai configuré au préalable sur ce domaine-là. Donc, pour réussir l'exercice, il faut installer ces deux rôles et les fonctionnalités associées qui sont souvent automatiques. Ensuite, le service DHCP pour finir avec le service DNS. Et comme tout bon exercice, une fois qu'on a fait la configuration et l'installation, on vérifie que ça fonctionne correctement. Donc, le premier exercice, donc là, c'est les prérequis que vous n'aurez pas à faire. On vous donne, faut toujours lire le cahier des charges, les besoins. Donc, on vous donne le plan d'adressage. Donc, cette fois, contrairement au précédent exercice, vous n'avez pas à proposer un plan d'adressage. J'entends, il y a des bruits de famille autour. Ensuite, il y a un routeur à configurer, comme vous l'avez vu dans le précédent exercice. Donc là, on vous donne l'adresse du routage. On vous donne une adresse de l'intranet qui sera utile surtout pour configurer le DNS. Et on vous dit qu'il y aura 20 postes clients. Alors, pour faire le lien avec le précédent webinaire, je vous ai remis l'adresse qu'avait utilisé Serge pour calculer les adresses. Et effectivement, quand on positionne l'adresse de réseau avec le CIDR 26, on voit qu'en fait, on a le droit jusqu'à 62 machines. On vous donne la première, la dernière, donc ça va. Le cahier des charges est vérifié, c'est possible. Alors, le premier exercice, donc, il faut effectivement comme prérequis, ce qui n'était pas spécifié dans cet exercice, mais ce sont vraiment un préalable, c'est avoir une machine Windows Server sur VirtualBox. Donc, soit vous la trouvez en lien dans le cours, soit vous débrouillez pour la télécharger ou la créer à partir d'un ISO. Il faut effectivement en premier, comme c'est un serveur, lui donne une adresse fixe, une adresse IP fixe, avec son masque et sa passerelle. Et la deuxième chose ou la dernière chose que j'ai faite, donc, c'est configurer le rôle AD qui n'est pas demandé avec le nom gift.sa, mais sinon, il aurait fallu l'intégrer dans un réseau où il y aurait déjà, avec, par exemple, GNS3, un routeur et un serveur de domaine. Mais là, pour simplifier l'exercice, j'ai tout configuré sur le même serveur pour vous montrer comment configurer les deux rôles qui sont demandés. Donc là, ce sont des copies d'écran de la machine avec les prérequis. Donc, par défaut, quand on installe, c'est 2 gigas de mémoire. C'est surtout ça qui est important. Donc, un Windows 2016, j'étais sur une machine
64 bits, donc elle est, pourquoi je plus en plein écran, tac, je reviens, qu'est-ce qu'il me fait là, tac, 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 voilà, ouais, donc c'est bon. Donc, oui, je disais donc, je l'ai configuré avec 2 Go et Windows 16 2016 64 bits. À droite, vous trouvez, on va le vérifier ensuite en réel tout à l'heure, le serveur local. Donc, on retrouve bien son domaine div.sa et l'adresse IP que j'ai donnée donc dans le réseau qui était donné 172.16.1.0. Donc, j'ai pris la première adresse. Donc 172.16.1.1. Donc une fois que ça c'est fait, on va vous faire une démonstration en suivant. Hein. Je vais d'abord vous dire comment faire et après on va le faire ou resimuler le fait de configurer ce rôle. Quoi. Donc on a un rôle DHCP. Donc c'est quoi DHCP? Mais ça, vous avez l'habitude, puisque que ce soit chez vous, normalement en tant que technicien informatique, vous devez connaître ce rôle, mais sinon en tant qu'utilisateur, si vous avez une box chez vous, si vous vous connectez en Wi-Fi ou en Ethernet, et en général, les adresses IP sont obtenues automatiquement et ainsi on peut se connecter à la box et à Internet. Donc en fait, ce rôle a pour but effectivement de distribuer dynamiquement des adresses IP à la demande. Donc le petit schéma que vous avez à droite, on voit qu'à gauche, le client DHCP, c'est votre ordinateur ou un poste de travail. Et à droite, vous avez le serveur DHCP que l'on va configurer. Donc là, techniquement, vous avez les commandes qui sont faites sur le réseau. La première commande, c'est le DHCP Discover, c'est-à-dire le poste de travail, votre ordinateur qui demande une adresse IP et d'autres options. Ensuite, le serveur répond en offrant une adresse IP qui lui est disponible et on va voir comment on configure la plage, sur quelle plage il doit proposer une adresse IP. Donc, une fois qu'elle est proposée, le client dit OK, je veux bien celle-là et il accepte l'offre et demande au serveur la configuration. Et donc, le serveur va envoyer l'adresse IP avec toutes les options de passerelle utiles pour pouvoir bien communiquer sur le réseau. Donc, ce qu'on précise ici, c'est que c'est transporté en UDP sur le port 67 du serveur ou port 68 pour le client. Alors, pourquoi cette précision? C'est dans le cas où vous auriez un pare-feu à configurer et donc vous connaissez les ports qu'il faut autoriser. Donc, on va regarder pour le DHCP. Donc là, je vais quitter le plein écran. Voilà. Et je vais aller chercher mon serveur. F11, voilà, je bonifie ici. Donc, mon serveur, c'est le premier ici. Je vais envoyer mon fameux CTRL-ALT-DEL pour pouvoir y entrer. Donc là, je vais essayer de ne pas me tromper. Là, là, là. C'est bon. Donc, ce que j'ai fait pour plus d'utilité, j'ai mis les raccourcis utiles en bas pour pouvoir accéder. Sinon, ici, vous avez l'ensemble des outils que vous pouvez obtenir avec le menu. Sinon, quand on lance le serveur, on a automatiquement la gestion de l'ordinateur avec son tableau de bord. Sinon, vous les obtenez ici dans Système Windows. Et vous avez tous les outils d'administration Windows ici. Donc, vous reconnaissez l'icône que j'ai placée en bas. Donc, si je clique dessus, j'ai la même chose. Voilà, donc j'obtiens ici l'ensemble des possibilités d'administration. Donc, si je clique sur gestion d'ordinateur, alors c'est pas celui-là, pardon, centre d'activation
Active Directory. Donc, c'était le troisième en haut. Voilà, donc là, on retrouve toute la configuration pour le domaine. Donc ça, c'était pas demandé, mais c'était juste pour montrer la possibilité d'y accéder. Ensuite, on a domaine d'approbation, gestion de serveur. Voilà, le gestionnaire de serveur. Voilà, c'est ce que vous avez normalement quand vous démarrez le serveur pour la première fois. Donc, si je regarde sur le serveur local, donc j'ai bien configuré l'adresse de mon serveur ici et en bas l'adresse Ethernet en .1. Ensuite, j'avais configuré comme prérequis ce que je vous ai montré tout à l'heure via le gestionnaire du domaine Activity, donc le rôle de domaine serveur. Ensuite, si vous voyez que les services DHCP sur le DNS sont configurés, donc pour y accéder, sinon je le fais depuis le tableau de bord. Donc normalement au départ, vous avez ce tableau de bord. Je vais cliquer sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc la première chose, la première fenêtre qu'on vous montre, effectivement, c'est on vous indique que en tant que prérequis, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués. Le compte administrateur possède un mot de passe fort. Donc, je l'ai renforcé un petit peu. Hein, j'ai pas mis Toto Utiti. Pour un RSSI, ça serait pas bien hein, de montrer les bonnes pratiques déjà. Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés. Donc, ça c'est fait. Hein, c'est la point 1. Les dernières mises à jour sécurité Windows Update sont installées. Donc, normalement, ça c'est fait puisque tout à l'heure, j'ai vu que les mises à jour étaient installées. Donc, ensuite, je fais suivant. La confirmation, c'est dire qu'on a une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Donc, je fais suivant. Ensuite, si vous aviez plusieurs serveurs sur votre réseau, eh bien, vous demanderez de sélectionner le bon serveur. Là, il n'y en a qu'un, il est présélectionné. Donc, et on revoit toujours, on voit bien son nom, suivi du nom de domaine et puis son adresse IP. Ensuite, on voit les rôles serveurs. Donc, on pourrait tout configurer en même temps, c'est-à-dire le serveur DHCP et le serveur DNS, mais je vous conseille de les faire un par un pour voir ce qui appartient à chacun. Donc ici, bon, comme ça a été préconfiguré, donc il suffit de cocher les cases qui ne sont pas cochées. Hein. Donc là, si je voulais le supprimer, je ne vais pas le faire. Et donc là, on voit que le serveur DHCP est installé. Donc, supposons que vous l'avez coché, vous faites suivant. Ensuite, ce qu'on appelle là, c'est les fonctionnalités. Donc, ce sont des choses qui doivent fonctionner avec le bon service. Donc là, on dirait qu'il n'y en a aucun, mais si vous faites défiler, vous voyez qu'il y en a qui sont pré-cochés. C'est ce qu'ils appellent les fonctionnalités obligatoires. Donc, si vous avez besoin d'un serveur SMTP parce que vous avez un messagerie, donc il faudrait cocher ici. Si vous avez besoin de serveur Wins, vous pourrez le rajouter. Donc en fonction des fonctionnalités que vous devez installer avec les services qui sont cochés, vous pouvez le configurer dans cette fenêtre-là. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur installer. Donc là, vous voyez que c'est grisé parce que c'est déjà préinstallé. Mais le but, c'était de vous montrer par quelle fenêtre et par quel gestionnaire il fallait passer. Voilà, donc là, on est. Si je regarde, vérifie maintenant mon DHCP. Tac. Voilà, là, je vois effectivement que mon DHCP est configuré ici. Alors, je sais pas si, non, ce qu'il faudrait, si je veux vérifier DHCP, donc là, c'est au niveau du gestionnaire, donc ça, je vais les codifier. Après, j'ai plus, je reviens sur mes outils d'administration, et dans l'outil d'administration, j'ai mon fameux DHCP où là, je vais vouloir configurer mon étendue. Donc là, je vais l'agrandir. Donc là, je retrouve bien mon rôle DHCP. Donc il y a IPv4, IPv6. Bon, on utilise toujours encore IPv4, IPv6 n'est pas encore bien
bien développé. Donc, bon, sur certaines entreprises, on vous le demandera peut-être, mais pour l'instant, donc tous les exercices se feront en IPv4. Donc là, vous voyez que l'étendue est configurée. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est à droite, vous avez, normalement, vous n'avez rien là, puisque la première fois, vous n'avez pas configuré. Mais à droite, vous avez IPv4, autre action. Donc, si je veux créer une étendue ou une nouvelle étendue, mais je clique sur cette icône, sur ce lien, et là, il va me demander le nom d'une étendue, et la description, et on va revoir sur la diapo le détail, et la première adresse IP. Donc, si je écarte ici, hop, voilà, ici, pool d'adresses. Voilà, donc là, on voit bien la première adresse, point 10, et la dernière, point 30. Donc, tout ça se fait à partir du moment où vous ajoutez une étendue avec un assistant qui vous demande le nom, la première adresse, la dernière adresse et la dernière option qui est le byte. On va y revenir à travers la présentation. Donc là, hop. Et après, donc, si je regarde les différents paramètres, on voit qu'il y a différents baux. Donc, on peut les paramétrer à 1 jour ou à 8 jours. Les réservations. Donc, les réservations, c'est plutôt pour réserver des adresses à certains postes pour éviter des collisions d'adresses IP. Parce que si on force une IP fixe qui est déjà dans le pool d'adresses, il vaut mieux la réserver dans cette zone. Donc, je vais revenir au port pointe. Alors, je sais pas si. Voilà. Alors là, c'est pour définir. Alors, je vais mettre plein écran. Mode présentateur, c'est ça. Voilà. Donc, ça, je les bonifie. Donc, pour le DNS, qu'est-ce qu'un DNS? Le DNS permet de fournir une résolution du nom qualifié vers une adresse IP et inversement. C'est-à-dire qu'en général, quand vous allez sur un site Internet, on vous donne souvent l'adresse, par exemple w.exemple.com, qui est un site qui permet de faire des tests d'intrusion, ou l'adresse de votre mairie ou l'adresse de votre office de tourisme préféré, ou bon, tout un tas de sites Internet qui puissent exister. Et derrière, en fait, Internet, vous avez vu que le réseau fonctionne avec des adresses IP. C'est l'identifiant d'une machine ou d'un serveur, c'est une adresse IP, et voire associée avec un port. Donc, pour que ça fonctionne, il y a des serveurs qui permettent de faire une table de correspondance, comme un index dans une bibliothèque, hein, qui donne, en fonction du mot, la page correspondante. Donc, le but, c'est d'associer un nom, une adresse IP et inversement pour pouvoir que le serveur puisse répondre. Donc, le serveur écoute les requêtes des clients sur ce port. Le client va demander quelle adresse IP correspond au nom qualifié, donc ou à l'adresse URL, à l'adresse du site Internet. Donc là, il y a deux exemples. Un qui est une adresse Internet, l'autre qui est une adresse intranet. Vous avez dû voir la différence entre Internet, intranet et voire extranet. Internet, donc c'est tout ce qui est en dehors de votre entreprise, de votre domicile, de votre réseau local, alors qu'un intranet est intégré dans votre réseau local, mais fonctionne comme un site Internet. À réception de cette requête, le serveur va vérifier s'il connaît le domaine en question, et dans ce cas-là, il donnera l'adresse IP pour pouvoir le joindre. Et sinon, dans le cas contraire, vous aurez une erreur en 404 qu'on connaît beaucoup des fois quand le site est soit tombé, soit il n'existe pas. Si cet enregistrement existe dans la zone, alors l'adresse IP correspondante va être envoyée en réponse au client. Donc là, j'ai fait un résumé rapide, mais si vous voulez aller plus dans le détail, regardez le cours, parce qu'il y a d'autres sous-étapes un peu plus complexes, mais c'est le principe général. Là, vous avez un schéma qui résume un petit peu comment ça se passe, quoi. Donc, ça redit ce que j'ai dit, mais un schéma est souvent
clair qu'un long discours. Donc, on cherche d'abord l'adresse IP. Alors, on part de 4 parce que si on a fait plusieurs fois des requêtes, les mêmes requêtes, comme pour la recherche sur Internet, tout peut être mis en cache. Donc, comme ça va plus vite si c'est sur la machine. Ensuite, effectivement, il y a une étape qui, comme sous Linux, on va rechercher dans un fichier post si on n'a pas déjà nous-mêmes renseigné et fait une correspondance, un dictionnaire, adresse de site et adresse IP correspondante. Et sinon, ça va carrément vers un serveur DNS qui peut être interne, comme on va le configurer. Et sinon, ça va carrément à l'extérieur. Et s'il n'y a pas de serveur DNS, effectivement, on peut associer, comme vous l'avez fait, je crois, dans le projet 3, avec une résolution de notre NetBIOS. Donc, sur la droite, vous avez la même chose, en sachant que ça va jusqu'à l'extérieur. Donc, soit c'est un serveur DNS interne de l'entreprise, soit ce serveur DNS interne se réfère aux autres adresses racines qui se trouvent sur Internet. Alors, racine, c'est tout ce qui, quand vous achetez un nom de domaine, on vous donne par rapport à une racine et par rapport à un nom comme .com, .edu, .so, et maintenant il existe de plus en plus de possibilités de noms de domaine jusqu'à des noms de domaine personnalisés. Donc là, les diapos reprennent un petit peu ce que j'ai fait pour tout à l'heure en démonstration. Donc effectivement, j'ai appelé le gestionnaire de serveur. Ensuite, on a eu la fenêtre de rappel qui vous demande de vérifier donc le mot de passe admin, l'adresse IP et les mises à jour. Ensuite, on a été demandé ou a confirmé qu'on voulait installer un rôle. Nous avons choisi notre serveur qui était unique. Nous avons configuré les fonctionnalités, sélectionné les rôles que l'on souhaitait. Donc, dans le premier temps, j'avais dit le service AD, dans le deuxième temps, le serveur DHCP, dans le troisième temps, le serveur DNS. En sachant qu'on peut effectivement tout cocher à la fois, mais dans ce cas-là, c'est un peu plus long et on ne voit pas les sous-étapes. Donc, ensuite, je propose des fonctionnalités automatiques par rapport à ces services. Et ensuite, je me suis rendu dans les outils d'administration avec en allant installer, en allant directement sur DHCP pour le premier rôle. Donc effectivement, ce que je conseille, c'est de mettre un raccourci dans la barre des tâches, comme pour l'invite de commande, plutôt que sur le bureau, mais au moins les avoir accessibles pour éviter de les chercher dans le menu démarrer. Donc, une fois qu'on avait configuré le rôle DHCP, je suis revenu sur l'adresse, sur le gestionnaire DHCP dans l'ensemble des outils d'administration. Et donc, j'ai configuré le pool d'adresses en ajoutant un pool d'adresses qui va donc de .10 à .30 en mettant le masque qui était proposé, qui est demandé dans les différentes étapes, avec l'adresse, le CIDR 26 qui correspond au masque 255.255.192. La fenêtre suivante, donc normalement, il vous enchaîne toutes ces fenêtres jusqu'à que tout ce qui doit correspondre à la configuration du DHCP soit renseigné. Donc, on définit une durée de bail. Donc là, il y a un jour, moi j'avais mis 8. Et le bail, c'est dire combien de temps je garde cette adresse IP. Et vous vous rendrez compte que même si vous renouvelez votre adresse IP et qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements dans votre réseau, hein, je parle sur une petite entreprise où il y a au moins une dizaine d'ordinateurs, que les ordinateurs reprennent régulièrement la même adresse. Ensuite, il y a des options. Donc, ça tombait bien puisque là, on nous a donné l'adresse pour le routeur et pour le serveur DNS. Donc, pour l'adresse du routeur, c'est celle qui était donnée dans l'exercice, hein, la .62. Le serveur DNS, c'est l'adresse IP fixe que j'ai donnée. Et puisque là, on est dans notre propre réseau, donc je vais pas rajouter un serveur DNS auxiliaire sur les postes, sur le poste client que je vais utiliser
pour aller sur Internet, puisque, je vous le dirai après, puisqu'on n'aura pas accès à Internet, on est juste en réseau interne. Est-ce que pour cette partie DHCP, parce que là, en fait, je vous ai parlé de DHCP-DNS, et bien là, j'ai refait la présentation de la configuration DHCP. Après, je vais refaire la démonstration la présentation de la configuration du serveur DNS. Donc, est-ce que pour cette partie-là, il y a déjà des questions? Est-ce que tu as accès aux questions de ton côté, Jean-Robert, sur ton panneau de configuration? Alors, j'ai toujours pas les questions. Ok, bah, ce qu'on peut faire là, si vous avez des questions, en tout cas, donc là pour tous les participants, vous avez la possibilité de lever la main, comme ça moi je vois que vous avez une question et je peux vous donner la parole directement, peut-être pour poser la question en direct et avoir une réponse en direct, ou me l'indiquer en commentaire dans les questions pour que je puisse justement vous donner la parole. Sinon, s'il n'y en a pas, ils peuvent toujours la poser et puis on répondra ensemble avec le DNS. Hop. Alors, ouais, donc pour qu'on puisse voir les questions, n'hésitez pas à lever la main sur le panneau de configuration pour que je puisse voir que vous avez une question. Alors, hop, alors Samantha, je vois que tu avais une question. Est-ce que tu souhaites la poser en direct? Oui, je veux bien, oui. Bonjour. Vous parlez de durée de bail pour à configurer un temps. Dans les cours, on parle de TTL. Est-ce que c'est la même chose ou ça n'a rien à voir? Alors là, je joue au Joker, je renvoie le TTL, c'est le time to live. Oui, c'est Time ça. to live, Est-ce que c'est pour définir une durée? Est-ce que c'est la même chose ou ça n'a rien à voir? C'est juste pour savoir. faudrait voir dans quelle partie du cours où c'est mentionné, mais les deux notions, effectivement, se ressemblent. Est-ce que c'est au niveau du DHCP? Moi, je parle plutôt de Go. Alors, est-ce que c'est notre de bail? Est-ce que c'est notre définition? C'est possible. Joker. D'accord, bon, bah, très bien. Bon, On répondra en suivant. Je la note, hein, la question. d'accord. Et je regarderai précisément dans le cours où c'est mentionné. Très bien, merci. Alors, je vois qu'Emmanuel avait également une question tout à l'heure, il me semble. Alors, si jamais Emmanuel, tu souhaites poser la Oui, question en direct, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. oui, vous m'entendez ou pas? Absolument, oui. 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 En fait, j'avais juste une question parce que mettre en place le rôle ADDS, DHCP, DNS, ça c'est OK. J'arrive bien à intégrer mon poste client Windows sur comment dire le domaine depuis vers Windows Server 2016. Par contre, avec un poste client de type Linux, j'ai un gros souci. J'arrive pas à intégrer un poste client de type Linux depuis, et pourtant mes rôles ont été bien configurés puisque j'arrive bien à intégrer un poste client de type Windows. Donc la première question, est-ce que vous avez réussi à intégrer un poste client de type Linux? Et si oui, est-ce que vous pourriez joindre au webinaire un document de type tutoriel qui explique un peu comment intégrer un poste client de type Linux? Alors, Voilà. dans la vérification, là, je l'ai fait juste avec un poste Windows. Mais je Ouais. sais effectivement que dans le projet 3, on vous demande, mais là, il n'y a pas de configuration de l'AD, donc je pense que ça s'appuie sur juste NetBIOS
et sur la configuration d'HCP. Et là, c'est une configuration extrêmement particulière pour configurer avec les fichiers de configuration de Linux. Il y a effectivement des choses à respecter pour que ça puisse rejoindre le réseau. Vous avez un tutoriel Alors, à joindre? j'ai trouvé, oui, j'ai une ressource là-dessus, donc je la transmettrai. Et sinon, ceux qui ont fait le projet 3, vous n'êtes pas encore au projet 3 peut-être? Non, moi en fait, c'était sûr, je crois que c'était pour le projet 5, là, vous savez, pour l'automatisation avec, j'ai voulu intégrer un poste et j'ai toujours pas réussi, en fait. Donc, j'en D'accord. profite pour, de l'occasion que vous soyez là pour vous poser la question. D'accord. Et c'est explicitement demandé dans le projet 5 ou il y avait que des Alors, trucs? je sais plus si alors c'est peut-être le projet 3, mais il me Ouais, je semblait pense que j'ai qu'un cru projet que, 3, c'est demandé justement parce qu'il n'y a oui. pas la configuration de l'AD. On vous fournit, je crois, un serveur tout prêt. Mais on ne s'appuie pas sur l'intégration en termes d'intégrer le domaine. On s'appuie plutôt sur une reconnaissance réseau, quoi. Donc, D'accord. Non, en fait, en gros, il faut donner les adresses du serveur, les bonnes adresses du serveur DNS et du serveur. Voilà. c'est en fait, c'est pas pour le projet 3, c'était pour le projet 5. Ouais, c'est ce que j'ai Euh, compris. C'est-à-dire que voilà. tu essaies de refaire ce qui était demandé un petit peu dans le projet 3, dans Oui, le projet parce que 5. dans le projet 5, en fait, il est demandé d'intégrer un poste, alors soit deux postes Windows, ou soit un poste Linux, et un poste Windows. Mais j'ai pas réussi à intégrer mon poste Linux, donc je me suis retranché à intégrer deux postes Windows. D'accord. Bon, j'ai pas fait la manip, hein, mais je sais qu'il y en a qui l'ont réussi sur le projet 3, sur le projet 5, je sais pas. Et comme je le dirais tout à l'heure, dans les recommandations, euh, faites déjà ce qui est demandé. Et perdez pas de temps, même si c'est toujours enrichissant, mais surtout pour votre parcours, hein, et avancez sur ce qui est demandé. Et si vous arrivez à faire mieux, tant mieux, mais faites surtout ce qui Mais est préconisé. j'ai terminé, hein, j'en suis au projet 8, hein. C'est juste que D'accord, ok. je Donc suis un peu c'était, frustré. Je suis un peu d'accord, frustré de ne pas avoir terminé ça et j'en profite pour vous poser la question, quoi. ok. Bon, ben, j'essaierai de faire l'exercice et de toute façon, je sais que c'est une ressource et je vous conseille aussi de vous appuyer sur le réseau et sur ceux qui l'ont posé la question à ceux qui l'ont réalisé aussi. D'accord. Bon, bah, je vous remercie. Mais je transmettrai la ressource. Ok, merci. Voilà, c'est Donc, tout. super. On reprendra les questions juste tout à l'heure. Donc là, il nous reste une trentaine de minutes tous ensemble. Et donc, pour répondre juste à Gustave et Solomon, donc la vidéo est bien. Enfin, il y aura un enregistrement de ce live qui vous sera après envoyé dans les jours à venir. Donc, Jean-Robert, si tu veux, on peut poursuivre sur cet D'accord. exercice. Donc, pour la configuration du DNS, je vous ai montré rapidement à travers le serveur. Donc là, pareil, il faut se rendre toujours sur les outils d'administration Windows, mais là, au lieu du DHCP, on va sélectionner DNS. On va d'abord, dans le premier temps, donc dans la configuration DNS, comme vous avez compris, il fallait faire correspondre à un nom, une adresse avec une adresse IP et l'inverse. Donc, on va d'abord configurer la zone directe et ce qu'on appelle les enregistrements directs IP nom, et ensuite on configurera la zone de recherche inversée pour à partir d'un nom avoir l'adresse IP. Donc là, nous allons configurer la zone directe. Donc là, c'est les enregistrements directs IP. C'est la même diapo, non? Alors, donc sur à droite, vous avez effectivement donc les captures d'écran que je n'ai pas pu vous montrer dans le détail parce que c'est déjà préconfiguré. Mais quand vous êtes sur DNS, je vous remontrerai à partir du serveur. Donc, vous avez la première fenêtre qui vous demande de sélectionner soit direct, soit inversé. Donc, pour le direct, on donne le nom. Donc là, c'était pour l'intranet.
Lui-même, il vous propose le nom complet avec le nom du domaine et puis vous renseignez son adresse IP et vous ajoutez et c'est rajouté à la liste. Pour la zone de recherche inversée, on vous demande l'ID du réseau, hein, puisque là on est sur un réseau 192.168.1 et des adresses variant on a vu de 1 à 62. Donc la racine est bien 192.168.1. De toute façon, si vous essayez de rentrer un autre chiffre derrière, il ne le prendra pas. Ensuite, il vous demande l'adresse IP de l'hôte. Donc là, c'est l'inverse. On donne d'abord l'IP et ensuite, on renseigne l'hôte. Donc, en fait, ce qu'on a fait ici, c'est renseigner, de compléter le fichier pour que on puisse retrouver dans les deux sens qui est qui. Donc là, pour vérifier, donc je vais remontrer en même temps, remontrer DNS et puis on va faire les petits tests de fonctionnalité. Donc là, pour faire les tests de fonctionnalité, j'ai rajouté un Windows Server Pro. Alors Pro, pourquoi? Parce que comme on est dans un domaine, pour qu'un poste Windows puisse intégrer le domaine, il faut qu'il soit au niveau au moins professionnel. Un Windows familial ne s'intégrera pas il n'est pas possible de l'intégrer dans un domaine. Et par rapport à ce que vous avez vu avec Serge, j'ai choisi la configuration réseau interne pour que les deux machines virtuelles communiquent que entre elles et pas avec le hôte et ni avec l'extérieur, puisque les adresses IP ne correspondent pas du tout à mon réseau local. Et donc, ça me permet effectivement de vérifier que ma configuration fonctionne. Donc là, je vais réduire la fenêtre. Donc, je reviens sur mon serveur. Je renvoie mon clavier. Alors, c'est trop complexe. Pourtant, il fait 8 caractères. Il vaut mieux même un mot de passe comme anticonstitutionnellement qu'un mot de passe court avec des caractères spéciaux. Bon, là, c'est la RSSI qui parle. Alors, donc là, j'étais... Jean-Robert, je crois qu'on a une question. Il y a Gustave qui avait levé la main. Donc, est-ce que tu veux qu'on fasse une question maintenant ou qu'on attende la fin de l'exercice 1 pour prendre les questions? Ouais, mais comme la vérification ne sera pas longue, on prendra l'ensemble des questions après. Ouais. D'accord, super. Voilà, je vérifie donc juste mes zones d'adresse. Donc ici, on a les zones de recherche directe. Donc là, sur le domaine GIF-EFSA, donc on voit bien intranet que j'ai configuré avec l'adresse .123. Là, j'ai rajouté, non, ça, il s'est rajouté automatiquement. Et puis, il y a des anciennes configurations qui sont restées et dont on trouve aussi mon desktop qui a été rajouté lorsqu'il a été découvert. Et ensuite, recherche inversée. On voit l'inverse. Donc là, c'est les adresses IP et en face, on voit le nom du serveur et on voit plus mon intranet. Parce qu'il voilà, il est dans ce réseau puisque là, c'est en 192. Et donc là, on a notre réseau pour l'intranet qui est en 123 et en face, on voit le nom d'intranet. Donc pour ça, je vais vérifier sur mon Windows Pro. Alors, hop, la machine qui est dans le réseau, donc avec même, pardon, entrée, tac, tac, tac. Là, j'ai mis le même mot de passe, c'est pas bien. Voilà. Alors là, donc ce que je vais faire, je lance voilà, ma fenêtre de commande et la commande la plus simple, si déjà on peut faire un IP config, là on retrouve bien mon
mon suffixe. On retrouve bien l'adresse IP qui a été affectée .11 automatiquement. On retrouve bien ma passerelle et on retrouve bien mon masque .192, donc qui a été affecté directement par le serveur DHCP. Si je fais /all, on doit trouver le serveur DNS. Voilà, on retrouve bien le serveur DNS qui est en 172.16.1.1. Si je lance la commande, la fameuse commande nslookup, voilà. Donc, alors là, il y a une petite astuce aussi, c'est que par défaut, on doit trouver Agno à la place du serveur. Donc, pour que le serveur soit reconnu, il faut le rajouter dans le DNS inversé. Ajouter son adresse IP dans la recherche inversée. Et comme ça, quand on lance cette commande, on retrouve bien le nom. Maintenant, si je fais nslookup intranet, c'est-à-dire je cherche l'adresse IP de l'intranet où je vais la vérifier. Voilà, donc il me répond bien le serveur, l'adresse IP du serveur, le nom intranet.gif.sa interne et son adresse IP. Et si je vais l'inverse, qui est 192.168.1.123, voilà, là il me retourne bien le nom du serveur, serveur intranet.gif.sa et son adresse IP. Bon, après, on pourrait faire d'autres options en mettant le type pour avoir le serveur de mail, pour avoir toutes les infos du serveur. Donc, il y a plusieurs options que vous pouvez obtenir en faisant la commande help. Et ça vous permet de confirmer la configuration de votre serveur. Donc là, je vous renvoie aux ressources du cours. Voilà, là c'était pour juste vérifier que mon serveur DNS et mon serveur DHCP étaient configurés. Donc c'est pour ça que ça a été assez court. Donc maintenant on peut répondre. Je vérifie, je reviens sur le PowerPoint. Voilà, donc pour DHCP, il suffit de brancher une machine au réseau, donc ce qui est fait. Elle récupère une adresse IP, donc la plage .10.30. Donc comme j'avais déjà fait un essai sur 10, il m'a donné la 11. Et pour le DNS, il suffisait d'utiliser la commande nslookup pour vérifier que les deux adresses que j'ai configurées sont bien reconnues, quoi. Voilà, ça c'est d'autres tests qu'on peut faire. Donc si je fais cette type SOA, ça me permet de retourner le nom du serveur. Et si je fais aussi, bon, c'est plusieurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut configurer en demandant quelle information on veut avoir sur le serveur. Bon, là, c'est différents liens que je vais transmettre en Open Classroom. Bon, il y a le cours, hein, donc il n'y a pas de problème. Et après, vous avez d'autres ressources que vos mentors, en général, vous donnent, qu'on retrouve dans l'onglet ressources de vos projets. Bon, je les ai transmis en Open Classroom, donc ils vont regarder, voir s'ils sont à rajouter dans vos ressources. Voilà, donc pour le premier exercice, c'est terminé. Donc, justement, on peut répondre aux questions en cours. Ou essayer de répondre aux questions en cours. Et s'il y en a qui ont des réponses aux questions précédentes, ils peuvent aussi intervenir. Alors, je crois que Gustave avait une question, donc je vais lui donner la parole si c'est toujours le cas. Bonjour Gustave. Bonjour. Non, ça, je puis avoir la réponse lorsqu'il a continué à donner. C'était une adresse de 123 qui était là, j'ai pu comprendre. Okay. Super. Okay. Je crois que Solomon avait également une question, donc je ne sais pas si tu souhaites la poser en direct ou non. En tout cas,
Tu as la parole, Solomon, si jamais tu souhaites poser la question. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question. En fait, je suis très nouveau sur ce domaine. En fait, j'ai le serveur, mais je ne sais pas comment je peux activer le mot de passe. Vous avez compris? Donc, tu veux modifier le mot de passe du domaine du serveur. Oui. Et normalement, il se modifie comme tout mot de passe en principe. Alors, je vais essayer de faire la manip, moi. Tac, 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 pardon. Alors, le serveur, il est là. Donc, ça, je peux le fermer. Alors, si je vais là, moi, j'aurais tendance à aller sur les paramètres du compte. Alors, tac, 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 information. Connexion. Alors, pour modifier votre mot de passe domaine, appuyez sur CTRL dessus, puis choisissez modifier un mot de passe. Alors, entrée. Modifier mot de passe. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, pour ouvrir le première fois, il y a, comme vous avez fait avant, Oui. on doit mettre le mot de passe, mais je ne sais pas comment tu peux activer. Donc là, alors là, j'ai été dans ici, le menu démarrer et les paramètres, comme sous un poste standard, quoi. Paramètres, et après, il y a compte. Et effectivement, si je clique sur option de connexion, bon là, on n'a pas accès directement, hein, puisque c'est grisé, mais il demande d'appuyer sur CTRL Alt Sup. Donc là, j'ai fait entrer avec en haut, hein, comme pour saisir mot de passe initial, quoi. CTRL Alt Del. Et après, il y a l'option modifier mot de passe. D'accord, ok. Merci voilà. beaucoup. De rien. Bon. Merci pour toutes ces précisions. En tout cas, Jean-Robert, sur l'exercice 1, je pense qu'on va passer à l'exercice 2 parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes avant la fin de ce live. Et donc, de toute façon, on pourra prendre d'autres questions et y répondre même par la suite si besoin, suite au live. Oui, n'hésitez pas, si vous n'avez pas la réponse, à nous les renvoyer, même directement à moi si enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Alors, exercice du jour numéro 2, faites vos premiers pas sur les scripts PowerShell. Donc, c'est une partie qui est assez rapide parce que c'est juste un exemple d'un exercice que vous avez dans le projet. Et c'est la moitié d'un des exercices. Et en plus, vous avez la solution dans le cours. Mais bon, c'est toujours mieux de se le faire expliquer et de faire des démonstrations. Des fois, comme on dit, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Une vidéo vaut mieux qu'un dessin. Et puis peut-être qu'un webinaire vaut mieux qu'un discours, un dessin et une vidéo. Donc, les premières compétences, c'est développer des outils permettant d'automatiser les tâches de maintenance. Bon, comme je l'ai dit, moi, j'ai connu, enfin, j'ai 40 années d'expérience, donc j'ai connu le tout début de la programmation. On nous expliquait ce que c'était un algorithme avec des organigrammes. Donc, j'ai connu le DOS, j'ai connu le Shell. Et le PowerShell, ben, je l'ai découvert avec vous. Et c'est quelque chose qui est effectivement très pratique. Et on va voir comment et pourquoi. Donc, vous allez créer un utilisateur et activer l'utilisateur avec le PowerShell. Donc, le but, c'est de créer un PowerShell de création d'utilisateur. Alors, dans première fondation, tant que j'y pense, bon, il y en aura d'autres après. Vous avez la correction, certes, mais ce que vous avez, c'est un exemple. Donc, n'hésitez pas à enrichir ce script lors de votre projet ou lors d'autres exercices. N'hésitez pas à enrichir ce que l'on vous donne comme solution ou à les personnaliser.
Donc, le but, ce sera de réaliser pas à pas les premières étapes du chapitre automatiser la configuration d'Active Directory avec PowerShell, extrait du cours planifié. Donc, vous retrouverez exactement plus de détails sur ce cours. Alors, pour faire ces premiers pas, donc on a effectivement la commande de base PowerShell. Donc, moi, j'ai préparé dans la machine quand il vous posez là ce qu'ils appellent le serveur CPD, donc contrôleur de domaine, principal de domaine, qui était fourni, je crois, avec le projet 3. Donc, j'ai utilisé cette machine. Donc, vous avez une interface en ligne de commande et j'ai aussi installé ou activé le PowerShell ISE. Qui est beaucoup plus pratique puisqu'il vous permet d'avoir accès à l'ensemble des ce qu'ils appellent des commandes let ou CMD let. Donc ça comprend justement une interface en une commande, un langage de script nommé PowerShell. Et quand on dit un langage de script, c'est qu'il y a des commandes toutes faites ou des modules. Comme dans tout langage de programmation évolué aujourd'hui, on part de programmation objet, on part des langages avec des modules tout faits, ce qui veut dire que ce qu'on faisait avant à la main est déjà pré-inclus pour éviter de tout réinventer, de tout refaire. Bon, c'est un avantage, mais ça peut avoir des inconvénients parce qu'on ne peut pas corriger forcément ce qui est inclus dans le module. Donc, l'exercice du jour. Donc, là, quelques exemples de ce qu'ils appellent commandlet, ou ce qu'on pourrait appeler instruction dans un autre langage. Donc, c'est un vocabulaire spécifique à PowerShell. Donc, des exemples où add qui permet d'ajouter des données, get qui permet d'obtenir des données, read qui permet de lire, clear qui permet de réinitialiser par un affichage d'interface, write qui permet d'afficher à l'interface. Et il faut savoir aussi qu'on peut inclure des commandes DOS à l'intérieur, comme dire echo, qui permettent de commenter davantage ou de rendre plus clair son programme. Donc là, vous avez des exemples parce qu'une commande est associée à la commande, le préfixe principal, comme add et get, et derrière, vous avez un tiret et puis un complément qui, comme getHelp, qui vous permet d'obtenir le LED, et readOS qui permet de lire des données qui sont envoyées par l'utilisateur en interactif. Ensuite, comme tout programme, il y a des variables. Donc, quelques exemples de déclaration de variables. Donc, string pour les chaînes de caractères. Même on pourrait traduire dès qu'on connaît un peu d'anglais. Char comme caractère. Byte comme un octet. Donc, pas beaucoup utilisé, mais ça peut être utile. Int, par contre, valeur entière. Long pour une valeur entière beaucoup plus importante. Et bool comme valeur booléenne pour savoir si c'est vrai, si c'est faux, qui peuvent servir aux instructions de test. Il y a aussi, donc, comme dans tout algorithme et dans tout langage de programmation, des instructions de boucle et tout type d'instruction un peu plus complexe que de faire des commandes qui se suivent. Alors, d'autres types de variables existent, comme décimales, datetime, array, puis je suppose qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont possibles. Donc, des exemples pour le script qui vous est demandé. Donc, si on veut la liste des utilisateurs, on fera par exemple get add user -filter étoile. Donc, ça vous donnera, ça va aller chercher l'ensemble des utilisateurs de l'Active Directory. Ce sont des commandes spécifiques pour configurer Active Directory. Et on trouvera dans les liens que j'ai fournis, je crois qu'ils sont aussi fournis dans le cours, des centaines de possibilités de commandes spécifiques à l'AD pour carrément configurer tout le serveur en termes de forêt, de domaine, d'unité d'organisation, de créer des utilisateurs et des ordinateurs, etc. Donc, new add user, ça permet de rajouter un utilisateur. Donc, tout à l'heure, on verra un exemple. Suppression d'un user, donc c'est remove add user, donc ajout, suppression.
Faut penser que quand on ajoute un utilisateur de l'activer, sinon il ne pourra pas se connecter, ou de le désactiver. On peut débloquer, hein, ça arrive souvent au helpdesk, ah, mon compte est bloqué, ben voilà, donc il suffit d'avoir un script tout prêt qui permet de débloquer en donnant le nom de l'utilisateur. Et pour vos partages, je crois qu'il y a un script qui demande l'accès à des partages. Donc, vous avez cette commande new SMB share en condition que vous utilisez Samba en termes de configuration pour les partages. Alors, voilà un exemple de script simple. Donc, les exemples que je vous ai donnés ne comportent pas de tests ou de boucles. Hein, mais comme tout à l'heure, je vous disais, n'hésitez pas à enrichir les exemples qu'on vous donne et puis à en inventer, enfin, ou les compléter, notamment surtout par des commentaires pour que celui qui derrière lit votre programme puisse comprendre, même s'il ne connaît pas le PowerShell, il comprendra ce que vous avez voulu faire. Et ensuite, vous pouvez le rajouter avec des tests parce que il faut se mettre toujours à la place de l'utilisateur. Il peut faire mal comprendre ce qui est demandé ou faire des erreurs de frappe. Donc, il ne faut pas hésiter à contrôler au maximum tout ce qui est possible. Bon, on ne vous demande pas de réaliser des scripts complexes, mais pour ceux qui auraient des compétences en programmation ou auraient déjà programmé, n'hésitez pas à enrichir vos scripts, quoi. Donc là, le but, c'est on veut créer un utilisateur avec son login c'est le plombier, son mail, il est chez elle, donc le mot de passe, ben là j'ai incrémenté dans les cours, c'est toujours PW 2019, donc on est en 2020, donc j'ai incrémenté à 2020, donc l'année prochaine, il faudra changer le cours puisqu'on sera en 2021, donc c'est juste un exemple. Et j'ai bien changé celui que j'avais mis sur le serveur. Bon là, sur le serveur actuel, je l'ai pas modifié. Pas d'expiration du mot de passe, ne peut pas changer son mot de passe. Donc, vous voyez, on ne vous demande pas de politique de mot de passe renforcée. N'empêche que pour paramétrer ça, vous avez la commande qui est donnée dans le cours complète. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait que ça tienne sur une ligne. Et dans PowerShell, l'avantage, c'est que ça ne tient pas sur une ligne. Il vous renvoie la ligne et tant que vous n'avez pas tout rentré, la commande n'est pas prise en compte. On va le voir sur l'exemple. Voilà, et donc ça donne un exemple de script. Donc là, vous voyez, il est vraiment très simple. Donc si je reçois ça, moi, en tant que mentor évaluateur, bon, je vous le ferai expliquer, etc., mais je ne ferai pas revenir. Mais pendant les questions à l'oral, je vous demanderai ce qui aurait pu être amélioré. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez déjà l'améliorer avant l'évaluation, de le compléter, surtout qu'on ne demande pas que la création d'utilisateurs pour le premier script, et vous avez 3 autres scripts à réaliser. Et ensuite, pour exécuter, alors, une fois qu'on est surtout dans PowerShell et ISE, là, je vais vous montrer l'interface. On peut l'enregistrer dans un fichier et du coup, on peut lancer la commande PowerShell avec le nom du script et du coup, on peut le planifier d'une manière automatique, soit avec le planificateur de tâches, soit à travers une GPO. Donc, pour compléter, oui. Il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes là pour terminer. Mais là, c'est la dernière diapo. Donc ça, c'est juste un exemple de commande pour pouvoir compléter le script pour créer un dossier correspondant à l'utilisateur. Donc c'est la commande new item qui permet avec l'option directory de pouvoir le faire. Donc, on va regarder vite concrètement comment ça se présente sur mon troisième, voilà, c'est celui-ci. Non, mais pardon, entrée, voilà, clavier, CTRL ALT Del, il aurait pu manquer que je vous initialise mon PC. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai rajouté mes raccourcis. Donc, je ne vous explique pas comment rajouter un raccourci. On rappelle, moi j'utilise beaucoup ce qu'ils appellent Cortana pour chercher la commande et ensuite je rajoute à la barre des tâches mes principaux applications. Donc, le premier, c'est le PowerShell standard.
C'est-à-dire que si vous tapez sur la ligne de commande PowerShell, vous arrivez à cette interface qui ressemble beaucoup à l'interface de commande. Et vous avez, par contre, pour le différencier, vous avez devant PS. Donc, si vous avez PS devant, c'est que vous êtes sur l'interface de PowerShell. J'ai activé, comme c'est indiqué dans le cours, le PowerShell ISE, donc c'est mon deuxième icône, qui lui est de manière plus graphique. Donc on retrouve en bas, je vais l'agrandir, comme ça on verra mieux, en bas l'interface de commande. Et en haut, vous avez la possibilité d'écrire les commandes. Et ensuite, avec, comme sous GNS3, une petite flèche qui permet d'exécuter le script. Donc, pour gagner un peu de temps, je vais essayer d'ouvrir, voilà, pardon, fichier, ouvrir les scripts qui existent déjà. Donc, on va prendre user. Voilà, donc vous revoyez le contenu des commandes, $non read host, donc donne-moi l'utilisateur, le mot de passe, et ensuite il rajoute l'utilisateur, et à la fin je demande de afficher les utilisateurs. Alors si je fais un get user, je prends juste celle-là, copier, et je la colle dans mon interface de commande, coller. Voilà, donc là, il m'a listé l'ensemble des commandes, je vous passe pas en revue. Bon, vous voyez que la dernière que j'ai créée, c'était le buff. Donc, pour pouvoir voir la différence avec celui que je vais créer. N'hésitez pas aussi, avant de lancer les scripts ou avant de scripter, de faire des choses automatiques, de tester directement une par une les commandes pour voir comment elles agissent manuellement avant de les automatiser. Donc là, mon script est écrit. Je l'exécute. Donc, première chose qu'il m'a envoyé en bas, merci de renseigner le nom et le prénom de l'utilisateur. Bon, mais je vais me créer. Monsieur Boss. J'ai pas mis le prénom, c'est pas grave. Rentrer le login d'utilisateur, ben, je vais faire JRB, comme Jean-Robert Boss. Merci de rentrer le mot de passe d'utilisateur à créer. Si je vais faire une erreur SP, je vais mettre Toto. Bon, vous le voyez en clair, hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis n'importe quoi, mais volontairement. Voilà, il a bien rajouté mon utilisateur. Hein, donc là, je vois bien qu'il m'a rajouté mon adresse. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait quelque chose en rouge qui est apparu dans mon script. Alors, vous voyez que mon script n'est pas optimal parce que lui, il ne me retourne pas d'erreur et il ne me dit pas il y a une erreur dans le script. Mais si je remonte tout à fait en haut, voilà. Donc là, il me dit le mot de passe ne répond pas aux spécifications de longueur, de complexité ou d'historique du domaine. Donc il y a déjà une politique de mot de passe par défaut. Donc effectivement, là, j'ai mis un mot de passe très simple. En gros, il m'a dit il est trop simple ton mot de passe, mais il a quand même accepté de créer mon utilisateur. Donc ça veut dire que vous pouvez, si vous complexifiez pas votre script, mais vous pouvez faire créer des choses qui ne sont pas corrects. Donc n'hésitez pas, je le répète, à enrichir ces scripts. Et notamment, par exemple, si vous recréez un utilisateur, il va avoir un message d'erreur parce que les utilisateurs existent déjà. Bon, ce sont des exemples de choses qui peuvent être améliorées. Donc, je reviens sur la présentation. Ouais, je crois qu'on a après des liens pareils, donc qui sont des liens de Open Classroom et puis d'autres liens que certains connaissent. Les sites Community Connect et Supinfo font partie des ressources des étudiants principales. Voilà. Est-ce que je continue les recommandations ou tu passes à des questions? Oui, on va faire les recommandations parce qu'il nous reste quelques minutes et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous, on y répondra sûrement après le live où on en prendra une dernière. Mais ouais, il nous reste quelques minutes donc on peut passer aux compétences. Alors, recommandations. Donc, moi, la recommandation, comme je suis aussi mentor, évaluateur et accompagnateur,
Donc, moi, ce que je conseille, c'est vrai qu'on dit toujours que, alors, première chose, je le répète, j'en profite, c'est que le temps qui est annoncé sur votre parcours, c'est le temps pour le faire votre projet et lire les cours. Donc, il faut le multiplier par 2 pour votre temps personnel. Bon, ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite, mais c'est à peu près une approximation, mais surtout au moins de prendre en compte votre temps personnel. L'autre question qui vient souvent, c'est de dire, est-ce que les cours sont pas obligatoires? Non, ils sont pas obligatoires, mais c'est à vous d'en juger. C'est-à-dire, moi, je conseille toujours de lire le texte du projet. Par rapport à ce texte du projet, on voit qu'est-ce qui est demandé, on se définit des étapes et on juge si on est capable ou pas, si on a déjà des compétences ou pas en fonction de son antériorité, de son CV, de compétences qu'on a déjà. Et dans ce cas-là, si on a des doutes, moi je conseille de faire d'abord les quiz et activités, comme ça vous permet de vous juger avant de faire le cours. Donc si vous voyez que le quiz, vous n'y arrivez pas, vous dites, ah ben là, il faut peut-être que je regarde le cours. Et l'activité, comme vous venez de le voir hein, pour cet exercice, elle vous prépare à des choses qui sont demandées dans le projet, donc soit reformuler, soit complexifier un peu plus, puisque une activité, en gros, c'est des exercices, c'est pas un projet complet. Donc n'hésitez pas. Et en plus de ça, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre mentor, sur votre ressource, sur vos propres ressources et votre réseau. Et quand je dis réseau, vous avez les groupes Workplace, vous avez des discords qui se créent entre étudiants, donc n'hésitez pas. Et puis votre propre réseau, et si vous n'en avez pas, créez-le. Parce qu'en entreprise, vous travaillez toujours en équipe et tout le monde n'a pas des compétences spécifiques. Hein. Même moi qui ai 40 ans de métier, j'en apprends tous les jours parce que l'informatique, ça évolue tous les jours et il y a des nouvelles technologies qui apparaissent. La deuxième recommandation, c'est effectivement par rapport toujours au projet, et de bien lire et relire. Et c'est vrai que souvent, entre mentors, on se pose des questions, on se dit est-ce que c'est ça qui est demandé? Donc souvent, il y a pour moi volontairement une place de liberté de donner pour, surtout répondre à ce qui est demandé, deux, vous mettre en accord avec votre mentor sur ce qu'on comprend, ce qui est demandé, un petit peu comme si vous étiez en relation client-fournisseur, donc votre client, c'est votre mentor. Et deuxième point, de bien réfléchir avant de commencer, un petit peu comme disait Serge, hein, il vaut mieux bien dessiner son plan IP avant ou faire un schéma avant, même si c'est pas demandé, pour bien comprendre, voir si on n'a rien oublié comme étape. Et la dernière recommandation que je vous donnerai, et ça, surtout pour les techniciens, et moi j'ai vécu tout ça dans ma carrière, quand on est dans les techniques, on dit documenter, c'est une perte de temps. Pendant qu'on fait de la rédaction, on n'avance pas sur le projet. Mais dites-vous que c'est très important, autant pour vous que pour celui qui va suivre votre projet. Parce que si vous devez refaire, vous avez planté votre machine, votre projet, etc., vous devez tout refaire à zéro, vous allez documenter, donc vous serez par quelle étape où il faut repasser sans tout réinventer. Et en entreprise, vous allez peut-être prendre la place de quelqu'un qui a un déroulement de carrière, qui évolue dans son domaine de carrière, donc vous serez content de trouver sa documentation. Voilà, c'est ce que je voulais, de mon point de vue, vous donner comme recommandation à la fois pour votre parcours et pour votre future carrière en entreprise qui, je l'espère, sera aussi longue et aussi fructueuse que la mienne l'a été. Merci beaucoup Jean-Robert pour toutes ces informations. C'est super. Alors juste peut-être une mini précision, effectivement, on parle plus d'activités évaluées par les pairs dans les cours, comme tu le disais. On a plutôt des pratiques, entraînez-vous. Donc c'est exactement ça. Est-ce qu'on a une dernière question du côté des participants? Je vois que donc il y a des remerciements Jean-Robert de la part des participants que tu ne peux pas voir dans les questions, mais donc je te les partage. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc, de toute façon, ce live est enregistré. On va vous le partager dans les jours à venir. Vous allez recevoir aussi normalement un sondage à l'issue du live. Donc, ça, c'est vraiment conçu pour vous et pour qu'on puisse nous améliorer les webinaires et les lives derrière. Donc, n'hésitez pas à donner vos recommandations.
Et voilà, donc est-ce qu'on a une dernière question à prendre? J'ai l'impression, alors peut-être une question de Dorothée. Oui, Dorothée qui demande si l'exercice 3 va être abordé. Donc, il va pas être abordé dans ce live-là parce qu'on a préféré se concentrer sur les deux exercices qui prenaient déjà du temps pour un webinaire, un live d'une heure. Mais donc, si c'est vrai, si c'est un besoin, on pourra y dédier un autre live probablement par la suite. Est-ce qu'on a une dernière question? J'ai l'impression. Alors, Alexandra qui demande à quel parcours vous avez référence. Donc ça, c'était vraiment pour le parcours plutôt technicien informatique. Ok, bon bah je pense qu'on n'a plus de questions pour aujourd'hui. Donc un très grand merci Jean-Robert pour cette présentation. De rien, et c'est moi qui vous remercie pour m'avoir confié cette mission, on va dire. Avec plaisir. Et donc je vous souhaite une très bonne journée à tous. Donc à très bientôt pour un prochain live session libre en tout cas. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Tac.